Merci beaucoup, merci Samuel. Bonjour, bonsoir à tous. Je ne sais pas exactement comment je dois m'exprimer. Écoutez, je vous propose de continuer ce tour d'horizon, ce 360 degrés autour de l'inflation en apportant la modeste contribution d'une agence de notation sur ce sujet. Alors, traditionnellement, quand on invite les agences de notation à s'exprimer, c'est normalement pour annoncer la fin du monde. Je suis désolé, je vais peut-être un tout petit peu vous décevoir et m'inscrire dans la droite ligne de ce qui a déjà été évoqué depuis le début de cette passionnante journée. Notre opinion, je dirais, est que, voilà, à ce stade, et dans ce qu'on peut raisonnablement anticiper, l'impact de l'inflation sur le secteur européen de l'assurance devrait rester limité et gérable. Ceci d'autant que, ça, je crois, a déjà été évoqué un petit peu ce matin, il y a inflation et inflation. Une inflation qui serait, je dirais, modérée ou de courte durée ne serait pas finalement véritablement de nature à affaiblir considérablement, de notre point de vue, le secteur de l'assurance. D'autant que ce secteur, pris au sens large, a aussi des moyens de réagir, notamment sous la forme d'augmentation tarifaire, ça a été évoqué lors de la table ronde, et les assureurs ont cet outil à disposition, même si on sait qu'il n'est pas toujours aisément maniable, surtout dans le contexte actuel. Le secteur demeure d'une manière générale bien noté et la plupart des perspectives que nous avons sur les assureurs en zone IMIE est stable. Et donc finalement, quand on y réfléchit bien, le seul scénario qui serait véritablement de nature à nous inquiéter, ce serait un scénario d'inflation et de hausse des taux associés qui finirait par poser potentiellement des problèmes de solvabilité aux États. Nos États sont, pour beaucoup d'entre eux, très endettés, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, et donc à partir du moment où on commencerait à avoir des inquiétudes sur ce sujet, ça pourrait effectivement avoir des répercussions sur l'idée que nous nous faisons de la solidité financière des assureurs. Donc, naturellement, ça a déjà été dit, je passe un petit peu vite là-dessus, donc l'impact de l'inflation, de la hausse des taux est vraisemblablement plus importante pour les assureurs vie et en particulier pour les activités d'épargne du fait de la relution des portefeuilles, hein, et on sait que les investissements sont essentiellement obligataires. Pour autant, et j'y reviendrai, la valorisation d'un certain nombre de classes d'actifs mérite d'être surveillée. Ça a aussi été évoqué précédemment et c'est un point que nous suivons attentivement. Effectivement, pour lutter, pour résister au contexte de baisse des taux, les assureurs ont investi au cours des années passées dans des actifs illiquides qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations de valorisation pour certains qui sont un petit peu plus incertaines qu'elles n'étaient précédemment. Et enfin, le secteur de la non-vie pourrait lui aussi être, de notre point de vue, affecté. On a parlé de la hausse du coût de la sinistralité et des potentiels renforcements de réserves qu'il serait nécessaire d'appliquer. Alors, d'autant que, selon nos économistes, ça vaut ce que ça vaut, hein, chacun a son idée, mais après tout, il est intéressant de regarder nos anticipations. Nos anticipations, c'est que à horizon 2025, on s'attend malgré tout à ce que l'inflation se tasse. Par contre, on ne s'attend pas à ce que les taux d'intérêt, j'allais dire, replongent là où ils étaient il y a encore 18 à 24 mois. Donc, on a potentiellement, j'allais dire, une situation, si elle se concrétise, qui serait relativement favorable hein, pour le secteur de l'assurance. Donc c'est un point important que nous suivons.
D'autant que, comme je le disais, notre idée, c'est quand même que globalement, le secteur de l'assurance se porte bien en termes de solidité financière. On a donc toujours sur la zone IMIA les 2/3 de nos ratings qui sont en catégorie A, hein, donc vous connaissez un petit peu notre échelle de notation, 3A, 2A, A, donc on est sur des niveaux de notation qui sont élevés. On a plus de 80% des perspectives associées à ces notations qui se situent à un niveau stable. On a des niveaux de solvabilité mesurés selon nos propres modèles qui corroborent complètement un rating de niveau A. Et on a des niveaux de liquidité qui, pour la plupart des assureurs, se situent dans la catégorie la plus haute. Alors, pour autant, ça n'exclut pas la possibilité d'un accident ici ou là. On a vu effectivement avec intérêt ce qui s'est passé en Italie sur une petite compagnie d'assurance vie que nous ne notions pas, mais pour laquelle effectivement on a vu que les turbulences pouvaient être assez significatives. Et donc ce sont des points que nous suivons. Pour autant, et selon la formule de Talleyrand, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console, si on sort un tout petit peu du secteur de l'assurance et qu'on regarde nos statistiques de défaut sur 40 ans, ce qui commence à avoir un certain intérêt hein, sur le plan statistique, eh bien, on voit que, et ce sont les bâtonnets en bleu clair, on voit que le secteur de l'assurance se situe bon dernier, c'est-à-dire en l'occurrence dans certaines courses, il vaut mieux être le dernier plutôt que le premier. Et donc effectivement, on voit que sur 40 ans, le secteur de l'assurance est celui qui, dans nos études, a connu le moins de défauts. Et vous voyez que le taux de défaut, effectivement, sur longue période, il est vraiment une fraction de ce que l'on peut connaître dans d'autres secteurs, on va dire corporate, hein, dans notre jargon. Il se situe même plus bas que celui observé sur le secteur bancaire, qui pourtant est lui aussi un secteur régulé. Donc pas d'inquiétude particulière de notre point de vue par rapport à cela et par rapport à d'autres secteurs de l'économie. Alors, petit focus sur les activités vie et en particulier sur les activités d'épargne. Donc, voilà, après avoir attendu que les taux remontent, ça y est, on y est. On a donc maintenant cette situation où les portefeuilles arrêtent de voir leur rendement se diluer du fait du remplacement de vieilles obligations par des obligations nouvelles mais moins rentables. Alors, par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il faut faire plaisir aux assurés qui ont légitimement des attentes en matière de rendement qui s'ajustent un petit peu. Et donc, de ce point de vue-là, voilà, on a, j'allais dire, une bonne nouvelle d'un côté, mais d'une certaine manière, une mauvaise nouvelle de l'autre. Le type d'assureurs vie qui vont, de notre point de vue, en bénéficier le plus, ce sont ceux qui, symétriquement, ont beaucoup souffert pendant la période de taux bas, c'est-à-dire des gens qui ont des engagements très longs avec des taux minimum garantis. Hein. Donc, pour ces gens-là, ça a coûté effectivement très cher pendant cette période-là, et du coup, c'est pour eux que l'amélioration se fait le plus sentir, même si dans les pays dans lesquels ces situations existaient, on a quand même remarqué pendant cette période de taux bas beaucoup d'efforts de la part des assureurs pour réduire les gaps de duration. Et donc, ce faisant, le bénéfice que l'on a maintenant avec la hausse des taux s'en trouve un petit peu limité. Mais enfin, ça reste quand même globalement une bonne nouvelle. Alors, un des points que l'on continue à suivre comme le lait sur le feu, là aussi ça a déjà été évoqué, c'est l'arrivée potentielle de nouveaux entrants. Hein. C'est vrai que quand on n'a pas le backbook à supporter et qu'on lance un nouveau fonds euro aujourd'hui, on démarre tout de suite avec des obligations toutes belles, toutes nouvelles et qui rapportent plutôt des taux intéressants. Donc ça, c'est un point qui est un point d'attention pour nous. Pour autant, force est de reconnaître que depuis un petit peu plus d'un an maintenant, on n'a quand même pas vu grand-chose apparaître. Si quelqu'un a quelque chose à me signaler pour le marché français, je suis preneur, mais on a quand même l'impression que globalement, on est dans une situation de statu quo. Alors, même si, et on le voit sur les statistiques maintenant de ces derniers mois, et
presque envie de dire de ces derniers trimestres, on voit quand même que les nouveaux flux d'épargne ont plutôt tendance à aller effectivement sur concrètement le livret A, beaucoup plus que sur les supports en euros. Donc ça, c'est malgré tout un phénomène de frein qui, je dirais, ralentit un petit peu la révolution que l'on observe. J'ai évoqué la question de la valorisation des actifs alternatifs, hein, donc ça reste un point d'attention. Donc, pendant la période de taux bas, effectivement, les assureurs ont investi pas mal en actions, en obligations corporate, plus ou moins bien notées, en général assez bien notées, mais avec quelques petites exceptions quand même, et en immobilier. Hein. Et donc là, on sait en particulier que sur l'immobilier, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. On ne sait pas très bien où les valorisations vont s'arrêter, mais on sait qu'il y a un petit peu un écart entre ce que les vendeurs espèrent et ce que les acheteurs sont prêts à offrir. Donc ça, c'est quand même un point d'attention dès lors qu'effectivement, on pourrait être amené à voir des dépréciations qui seraient rendues nécessaires. Autre point d'attention, donc une des grands axes stratégiques des assureurs français et pas seulement français, hein, ça a vraiment traversé l'Europe pendant cette période de taux bas, c'était de dire aux gens, voilà, vous avez concrètement des produits garantis qui vous rapportent de moins en moins et dont le taux de rendement se rapproche de zéro. Donc, pourquoi n'accepteriez-vous pas de prendre un petit peu plus de risques et de basculer une partie plus ou moins importante de votre épargne vers des supports en unité de compte et c'est ce qui s'est passé. Hein. On le voit sur la collecte, on le voit sur les encours, et encore une fois, ça n'a rien de spécifique à la France. Alors, de fait, à partir du moment où le rendement des fonds euros redevient un petit peu plus généreux, et que par ailleurs la bourse est un peu volatile, alors moins depuis le début de l'année, mais l'année est loin d'être finie. L'année dernière, c'était le cas. Donc, j'allais dire, l'argument de vente, il est peut-être un petit peu moins évident. Hein. Donc ça, c'est aussi un point que l'on suit, puisque on sait qu'effectivement, la beauté des unités de compte pour les assureurs vie en France, et encore une fois, pas qu'en France, c'est que les marges sont plutôt bonnes et l'exigence de solvabilité plutôt limitée. Donc je le répète, pas d'inquiétude pour nous à ce stade pour ce qui concerne l'activité d'assurance vie épargne. Ce serait seulement véritablement si on arrivait dans des scénarios de stress sur le souverain que à ce moment-là, on pourrait effectivement avoir des inquiétudes, mais on n'en est pas là. Ça concernerait de manière plus spécifique, je vous montre sur ce graphique qui date un peu, mais qui est quand même assez éclairant. Donc ça vient de l'EIOPA, qui nous montre en fait dans la partie orange des courbes, la partie investie par les assureurs vie des différents pays européens dans des obligations souveraines et corporate, mais essentiellement souveraines, d'autres pays de la zone euro. Et donc on voit que, alors soit faute de marchés domestiques comme au Liechtenstein, en Estonie ou en Irlande, au Luxembourg, où il n'y a pas beaucoup de dettes publiques locales, on est obligé d'aller chercher des supports d'investissement un petit peu plus loin. Mais pour des marchés plus significatifs, comme par exemple, je vous ai mis en rouge les Pays-Bas ou l'Allemagne, on voit qu'il y a une part significative des investissements obligataires des assureurs qui se fait sur, concrètement, du souverain étranger. Hein. Donc, c'est là où, effectivement, il pourrait y avoir quelques inquiétudes. C'est beaucoup moins le cas en France, et c'est encore moins le cas, c'est la flèche la plus en bas, pour des pays comme l'Italie ou l'Espagne, où l'essentiel des investissements des assureurs vie se fait sur des obligations locales et, encore une fois, essentiellement des obligations souveraines. Les assureurs non-vie sont aussi, de notre point de vue, susceptibles d'être affectés évidemment par le renchérissement du coût des sinistres. Hein, ça a déjà été évoqué avec beaucoup plus de science que je ne le saurais le faire précédemment. On a observé des phénomènes inflationnistes assez significatifs dans le domaine de la réparation automobile et des bâtiments. En raison de différents facteurs qui viennent finalement se cumuler, l'augmentation du coût des matières premières, dans certains cas même des phénomènes de rareté, voire de pénurie, hein, c'était le cas pour
pour les semi-conducteurs notamment, du fait de l'augmentation du coût de la main-d'œuvre. Et donc tout ça, effectivement, pèse à la fois sur la sinistralité, mais aussi potentiellement induit une nécessité de renforcer un certain nombre de réserves. Et je pense en particulier aux branches longues que peuvent être la construction ou la RC. De manière symétrique, ça a été évoqué, un certain nombre de réserves qui est établi sur la base de taux d'actualisation qui, année après année, avaient diminué, se retrouvent donc avec un petit peu plus de bol d'air, même si, encore une fois, comme ça a déjà été évoqué, un certain nombre de rentes doivent être ajustées en fonction de l'inflation. Donc, il ne s'agit pas d'un bénéfice, je dirais, complet. Mais on se souvient tous de ce qui s'était passé en Angleterre pendant cette période de taux bas avec les fameuses réformes Ogden qui, vous en souvenez peut-être, en fait contraignaient les assureurs automobiles, je crois, à établir des réserves sur la base de taux d'actualisation négatifs. Donc en supposant qu'on puisse arriver un jour dans une situation où le gouvernement britannique s'endette en plus en recevant des intérêts de la part de ses prêteurs. Là aussi, on pourrait effectivement assister graduellement à des phénomènes qui vont aller en sens inverse et qui, d'une certaine manière, allégeront les comptes de résultats des assureurs concernés. Autre phénomène, celui-là plus lié à l'inflation qu'au taux d'intérêt, on observe historiquement que les déplacements routiers sont moins fréquents quand le coût des carburants est élevé. Et donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait aussi observer, et donc moins de déplacements, voilà, ça veut aussi dire moins d'accidents. Donc le phénomène plutôt défavorable que l'on pourrait avoir sur le coût des sinistres pourrait être en partie compensé par des diminutions ou tout au moins par un tassement des fréquences. Sur les investissements, notre idée, c'est que globalement, les assureurs non-vie investissent plutôt sur des maturités plus courtes par rapport aux assureurs vie et aux assureurs vie qui font de l'épargne. Et donc, la conséquence, c'est que le phénomène de relution, le phénomène de remplacement d'obligations existantes par de nouvelles obligations désormais plus rentables devrait intervenir peut-être plus rapidement que pour les assureurs vie traditionnels, et donc à ce titre effectivement venir regonfler un petit peu le rendement des portefeuilles, ce qui sera plutôt une bonne chose pour les assureurs. Même si, et encore une fois, je fais cette nuance parce qu'elle semble importante, tout ce qui est effectivement actifs alternatifs dans lesquels les assureurs non-vie ont aussi investi dans des proportions non négligeables au cours de ces dernières années, pourrait effectivement être un petit peu chahuté dans les trimestres qui viennent. Enfin, dernier point, donc dans certains cas, davantage d'inflation ne signifie pas nécessairement des taux d'intérêt plus élevés, puisqu'on connaît l'impact de la politique des banques centrales. Et pour ce qui est de la zone euro, je vous mets ici effectivement ce graphique qui est un petit peu impressionnant, où on voit effectivement la taille du bilan de la Banque centrale depuis la création de l'euro. Donc on voudrait bien que la croissance économique en zone euro ait suivi le même chemin, mais ça n'a pas été le cas, et de loin. Donc à partir de la situation actuelle, effectivement, les différents experts considèrent que la tendance va être à la baisse, et avec une baisse plus ou moins forte. Néanmoins, nécessité faisant loi, si ça n'était pas ce à quoi on assistait, on pourrait effectivement imaginer des scénarios où, en dépit d'une inflation persistante, le niveau des taux d'intérêt ne resterait pas aussi élevé que ce qu'on a connu jusque-là. Donc là, je dirais, à l'inverse de ce que je vous présentais tout à l'heure comme notre scénario central, là, c'est un point d'attention aussi sur lequel nous restons et resterons vigilants. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Je vous ai mis ici en résumé la notation des assureurs qui opèrent sur le marché français. Donc,
Vous voyez dans la colonne de droite qu'il n'y a pas péril en la demeure. Hein. Les notations s'échelonnent du haut de la catégorie 3B au milieu de la catégorie 2A. Donc nous ne notons pas d'assureurs opérant en France qui seraient en catégorie, ce qu'on appelle chez nous spéculative, hein, c'est-à-dire voilà, des agents économiques pour lesquels on n'est pas convaincu de leur capacité à faire face à leurs engagements. Vous voyez que la quasi-totalité des perspectives sont stables. Les deux perspectives négatives, en fait, correspondent à des entités qui sont étroitement liées au secteur public. Or, nous avons revu la perspective de la note souveraine de la France de stable à négative au début du mois de décembre. Et donc, ça a eu, je dirais, un effet similaire sur la notation de ces deux assureurs. Mais pour le reste, on est sur des niveaux de stabilité qui sont très importants. Et sans rentrer dans le détail, je dirais les aspects les plus quantitatifs de la détermination de la notation des assureurs, que sont la solvabilité et la liquidité, sont à des niveaux élevés, voire extrêmement élevés, donc corroborant ainsi mon propos liminaire qui consistait à dire que voilà, ce n'est pas aujourd'hui que je vous annoncerai la fin du monde pour le secteur de l'assurance. Désolé si j'en déçois certains. Merci beaucoup de votre attention et s'il y a des questions, je suis ravi de les prendre. Bonjour, je suis très content. Pour une fois, on entend des gens qui nous parlent des notations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement? Est-ce que les notes résultent uniquement de critères fixes ou bien est-ce qu'il y a des évaluations ou des votes, à la limite, au niveau de détermination d'une note? Oui, alors effectivement, bon, je ne vais pas vous faire un trop long exposé, mais peut-être deux points importants. Donc, d'abord, effectivement, les notations sont attribuées sur la base de critères, hein, qui sont des documents publics où on explique comment on prend en compte tel aspect, tel aspect, tel aspect. Pour autant, la notation n'est pas un scoring. Hein, c'est pas on rentre des données dans une machine, certes très belle, on appuie sur un bouton et on obtient le résultat. Les notations résultent effectivement de décisions humaines qui sont prises, vous connaissez ça dans vos organismes respectifs, par des comités. Hein, et donc un comité de notation qui statue sur une notation ou sur un changement de notation est un processus démocratique, effectivement, au terme duquel il est procédé à un vote et c'est la majorité qui l'emporte. Et qui fait partie des comités? Est-ce qu'il y a des comités nationaux ou européens ou mondiaux? Comment est-ce que ça se passe? Et qui nomme les membres? C'est toujours les spécialistes du secteur concerné. Et ensuite, je dirais, sur le périmètre géographique, ça va beaucoup dépendre de l'assureur dont on s'occupe ce jour-là. Un assureur franco-français, ça n'aurait pas beaucoup de sens d'avoir un comité, je ne sais pas, qui serait composé de spécialistes chez nous, de l'assurance japonaise ou que sais-je. Par contre, quand on revoit la notation de grands groupes internationaux qui opèrent sur tous les continents, alors effectivement, on va faire ce travail en étroite collaboration avec des collègues qui s'occupent de la notation d'assureurs américains, asiatiques ou que sais-je. Donc on essaye d'avoir un comité de notation qui représente au mieux, je dirais, la connaissance, qui possède la meilleure expertise sur l'assureur en question. Bonjour, je vous remercie pour cet exposé qui est à la fois précis et concis. J'ai eu du mal à comprendre la slide où vous présentez la taille de bilan de la BCE. Voilà. Est-ce que vous pourriez revenir très rapidement, désolé, sur ces slides, parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi on voit une diminution alors qu'il y a une augmentation permanente, même si les conditions financières font que on pourrait imaginer que suite à inflation, il y ait une potentielle diminution, mais j'ai du mal à imaginer le fait que les quantiles soient aussi resserrés.
Oui, alors en fait, donc la partie bleue de la courbe, j'allais dire, c'est l'historique. Et puis les différentes trajectoires colorées que vous voyez correspondent à différentes opinions sur l'avenir. Hein. Et donc l'idée pour désormais l'activité de la BCE, qui a, comme vous le savez, engrangé énormément d'obligations essentiellement publiques, mais aussi privées, c'est en gros d'attendre que ces obligations arrivent à maturité et de ne pas forcément les renouveler. Et donc, mécaniquement, c'est un processus qui devrait amener une diminution du bilan de la Banque centrale. Par ailleurs, vous savez que la Banque centrale est intervenue auprès du secteur bancaire, hein, avec un certain nombre d'opérations d'injection de liquidités. Ces opérations sont des opérations à relativement court terme, hein, quelques années, mais pas au-delà. Et donc, effectivement, on s'attend à ce que ces établissements bancaires procèdent au remboursement des emprunts qu'ils ont contractés auprès de la BCE. D'où ces trajectoires, effectivement, à la baisse. Mais vous connaissez le principe avec les prévisions, ce qu'il y a toujours de difficile, c'est quand elles concernent l'avenir. Très clair, merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux autres questions, s'il y en a. On a pris de l'avance, donc. Parce que, comme je dis souvent à mes étudiants, par le plus grand des hasards, j'aurais été clair. Apparemment, oui. Si c'est le cas, je vous remercie beaucoup. Merci.